vos commentaires, et puis je veux bien qu'on revienne et qu'on discute. Alors, ce narratif de la Fed, l'idée que l'inflation est transitoire toujours, hein, je le maintiens au présent. Je me souviens très bien. Premier gros chiffre d'inflation qu'on a aux États-Unis, c'était mi-mai, le CPI, donc du mois d'avril. Et depuis, ça n'a cessé de surprendre à la hausse. On verra ce qu'il en est demain. Mais je me souviens très bien du discours. Alors, c'était mon consensus de Smart Bourse, hein, mais de ce début d'année, c'était de dire, oui, on va avoir 2, 3, 4 gros chiffres d'inflation, mais après l'été, c'est une affaire réglée. Bon, on comprend que ce ne sera pas une affaire réglée. Léa nous dit que ce ne sera pas non plus une affaire réglée en 2022. Dans le narratif de la Fed, est-ce qu'il y a un risque à un moment que Jérôme Powell se fasse prendre à contre-pied? C'est-à-dire que transitoire, il faut quand même qu'on mette une limite temporelle. Et comment est-ce qu'il peut se sortir de cette situation si jamais la Fed considère qu'elle ne doit pas agir ou surréagir face au niveau d'inflation qui resteront élevés? Absolument. Je pense que le débat, il est mal posé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir quelle est la durée de l'inflation, mais en fait d'où elle vient. Et comme l'évoquait Léa, mais je voudrais juste reformaliser, une partie de cette inflation, elle échappe complètement à la sphère d'action des banquiers centraux, puisqu'il ne s'agit pas d'une inflation cyclique, mais d'une inflation par les coûts de l'énergie. Coûts de l'énergie qui sont une conséquence du nouveau mantra de transition énergétique. C'est-à-dire que l'inflation, elle vient de la nécessité de décarboniser en fait les sociétés et de passer d'un univers qui est consommateur en énergie fossile à un univers qui consomme une énergie différente, d'une autre nature, mais qui est extrêmement dépendant des matières premières. C'est-à-dire que les métaux, notamment, sont au cœur de la transition énergétique. Mais exactement, et c'est pas un hasard si les prix des métaux flambent dans la sphère, et ça n'a pas un grand lien avec la politique monétaire de la Fed ou de la BCE, même si il y a une certaine part qui reste monétaire. C'est-à-dire qu'on peut quand même rappeler que 25% des dollars en circulation ont été créés ces 18 derniers mois. Donc forcément, une fois qu'on a posé ça, on comprend qu'on a un petit impact quand même. Il y a une demande qui est un peu surstimulée, qui est un petit peu titillée. Néanmoins, c'est pas la raison suffisante, nécessaire et suffisante. La vraie raison, elle vient de la décarbonisation. Et on peut prendre un exemple qui est l'inflation des prix du bois. Le bois ne monte pas parce qu'on construit plus de maisons sous l'impact de la demande stimulée par la Fed, la BCE ou la Banque du Canada. Le prix du bois monte parce que les forêts sont mises sous cloche parce qu'elles permettent de consommer ou de diminuer les empreintes carbone des États. Et à ce titre-là, la Chine, par exemple, s'est permis le luxe de déclarer espèces protégées 100% des forêts sur son territoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine importe 100% de sa consommation en bois. Ça veut dire que le prix du bois n'est pas à rattacher à la Fed, il est à rattacher à la transition économique. Oui, même si les prix du bois, alors qu'on a énormément monté, même s'ils corrigent un petit peu, vous dites on ne reviendra pas au niveau de prix qu'on connaissait avant. Oui, c'est pas fini, parce qu'en effet, le bois devient un déterminant essentiel des modèles de transition, et donc de la consommation de carbone et de l'empreinte carbone. Un deuxième élément, puisqu'on parle du bois, c'est qu'un magasin comme Decathlon s'est engagé à horizon 2025 de ne plus produire du textile à partir de cellulose dérivée des produits du pétrole, mais 100% à partir de cellulose du bois, de cellulose biologique. Donc cette décision-là est amenée à faire tache d'huile et à amener donc une demande qui est colossale sur la sphère du bois. Donc c'est pas le caractère temporel de l'inflation sur lequel la Fed doit se focaliser, c'est la nature. C'est la nature, exactement, et c'est une inflation par les coûts. Donc une inflation par les coûts, vous pouvez monter vos taux d'intérêt ou réduire la quantité d'argent en circulation, ça va rien changer au prix du bois, ça va rien changer à la demande en électricité nouvelle, qui est le nouveau moyen de se chauffer ou le nouveau moyen de conduire, par exemple. Donc remonter les taux, ça ne fera pas changer ce phénomène. Et donc c'est pour ça que je pense que même si Léa parlait d'absence de spirale et de phénomène de marche, je pense que les marches d'escalier sont là pour longtemps et qu'on aura probablement une sorte d'escalier roulant, montant et quasiment permanent jusqu'à ce que la transition soit Et ça va mettre à mal la stratégie de la Fed? Ça va l'obliger à être plus agressive, plus rapide dans sa normalisation, ou pas forcément? Ça veut dire qu'elle est donc entre guillemets maintenue dans une forme de corner où les taux réels devraient rester bas puisque rognés par l'inflation, et pour éviter que les taux ne remontent trop vite, il faut continuer à administrer les taux d'intérêt et donc à les acheter quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte,
ne me paraît pas être une expression typiquement française, mais une expression qui est également utilisée outre-Atlantique. Et ce d'autant plus qu'on ne peut pas se permettre dans la structure des marchés financiers actuels la moindre vibration des taux d'intérêt, la moindre fluctuation des taux d'intérêt, ou alors de manière extrêmement mesurée. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt, c'est l'alpha et l'oméga de la planète finance. C'est grandeur et décadence de la finance. Si les taux d'intérêt se mettent à monter, alors vous provoquez un cataclysme dont certains épisodes se sont déjà produits dans le passé, comme au Q4 2018 par exemple, lors de la réduction de la taille du bilan de la Fed et de la remontée progressive des taux d'intérêt. On ne peut pas se le permettre. Pourquoi ? Parce que la finance est devenue, où l'économie est devenue excessivement financière. Ouais. La financiarisation de l'économie. Qu'est-ce que c'est ? C'est en 1970, il fallait parce qu'on va pas faire toute l'histoire de PIB, 1,5 $, de PIB, pardon, 1,5 $ de dette pour produire $1 de PIB. D'accord. Aujourd'hui, il en faut 3,5. Donc ça, c'est l'augmentation de levier. Il y a 2,5 fois plus de dettes dans l'économie pour revenir à la Fed, autant de PIB. Donc on ne peut pas. Très intéressant. Voilà. Donc pour revenir à la Fed, vous dites ces arguments-là prévaudront toujours sur le reste quand il s'agira de prendre des décisions de normalisation éventuellement de la politique monétaire. Ça veut dire qu'on est dans un processus long. C'est-à-dire que le temps du gérant, le temps du trader, le temps de l'économiste n'est pas le temps d'une banque centrale, qui elle a tout le temps devant elle, d'autant plus qu'elle a compris que les déséquilibres et la fragilité étaient en place pour durer.